Perdre quelqu'un ne fait pas mal à cause de son départ. Ça fait mal parce que ça te force à te voir sans filtre, comme si un miroir se brisait au moment le moins opportun. Quand quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas seulement une présence qui disparaît, c'est aussi une vérité qui apparaît. Tu dépendais plus de cette personne que tu ne le pensais. Et accepter cela pèse, brûle, dérange. Mais voici la partie que presque personne ne te dit. Cette douleur n'est pas une condamnation, c'est un outil. C'est le coup qui te réveille, la poussée qui te force à construire la force que tu as reportée en attendant de l'attention, des réponses ou de la validation. Le silence des autres n'est pas une punition. C'est l'entraînement que la vie utilise pour que tu apprennes à te soutenir seul. Ce que tu ressens maintenant n'est pas de l'abandon, c'est l'écho de ce que tu n'as pas travaillé en toi. Et aussi dur que cela puisse paraître, c'est la meilleure opportunité que tu auras pour arrêter de dépendre de ce qui s'en va et commencer à dépendre de la seule chose qui ne te trahira jamais, toi-même. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité. Elle vient te montrer comment transformer le choc émotionnel en concentration, comment transformer l'absence en clarté et comment utiliser ce moment pour te relever avec plus de force que tu n'en avais avant. Si tu restes, tu apprendras 8 leçons qui ne te feront pas seulement surmonter celui qui s'est éloigné. Elles te rendront impossible à renverser la prochaine fois que la vie décidera de te mettre à l'épreuve. 1. Lâcher le besoin d'explication. Sentir que quelqu'un s'éloigne, c'est comme voir une corde que vous pensiez solide commencer à se défaire entre vos mains. D'abord, vous essayez de la tenir, puis vous tirez plus fort, puis vous désespérez parce que chaque fil qui se rompt vous fait croire que vous perdez quelque chose d'essentiel. La vérité inconfortable est que cette corde n'a jamais été à vous. Elle n'a jamais été sous votre contrôle, et s'accrocher à elle ne fait que blesser davantage vos mains et votre esprit. C'est pourquoi lâcher le besoin d'explication n'est pas de l'indifférence, c'est de la dignité. C'est le moment où vous décidez d'arrêter de vous épuiser à essayer de comprendre ce que l'autre personne n'a jamais osé vous dire. La plupart des gens cherchent des réponses comme si des mots pouvaient guérir des blessures. Mais la réalité est différente. L'explication que vous attendez ne change rien, ne vous rend pas plus fort, ne répare pas ce que vous ressentez et pire encore, vous maintient enfermé dans une prison mentale où vous dépendez du jugement d'autrui pour retrouver votre calme. Ce n'est pas de l'amour-propre, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en « j'ai besoin de comprendre ». La personne qui est partie vous a déjà donné l'explication la plus claire par ses actes, et même si ça fait mal, ses actes en disent plus que n'importe quel discours. Parce que celui qui veut être là reste, celui qui respecte communique, et celui qui valorise ne disparaît pas sans prévenir. Poursuivre des mots que quelqu'un a choisi de ne pas dire est une perte d'énergie que vous devriez utiliser pour vous relever, pas pour revivre ce qui est déjà mort. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ne vous épuisez pas sur ce qui ne dépend pas de vous. La clarté apparaît lorsque vous comprenez que le comportement de l'autre n'est pas votre responsabilité, que son silence n'est pas un puzzle que vous devez résoudre et que sa distance n'est pas un examen que vous devez passer. Lorsque vous arrêtez de chercher des explications, vous commencez à voir ce qui a toujours été devant vous. Le véritable problème n'est pas l'absence de l'autre, mais l'idée que la réponse que vous cherchez est dans sa bouche et non dans votre discipline émotionnelle. Lâcher le besoin d'explication est un acte brutal de croissance. Il vous oblige à faire confiance à votre jugement, il vous pousse à fermer des chapitres sans demander la permission, et il vous entraîne à avancer sans rester coincé à attendre une validation qui ne viendra probablement jamais. Même si au début cela ressemble à sauter sans voir le sol, vous comprenez ensuite que ce saut était nécessaire pour arrêter de vivre en fonction de ce que les autres disent ou font. La force émotionnelle ne naît pas d'une fermeture parfaite, elle naît lorsque vous vous dites « stop ». Assez de donner votre paix à celui qui a décidé de partir. Assez d'exiger de la clarté à celui qui n'en a même pas pour lui-même. Assez d'attendre une explication qui ne change pas ce qui s'est déjà passé. Lorsque vous lâchez ce besoin,
Vous récupérez votre pouvoir, parce que vous arrêtez de réagir et commencez à décider. Vous arrêtez de supplier des signes et commencez à interpréter la réalité telle qu'elle est, sans illusion ni excuse. C'est le point où la blessure cesse d'être une tragédie et devient une leçon. Comprendre que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous explique quoi que ce soit pour continuer à avancer est l'une des premières étapes pour vous libérer de la douleur que laisse celui qui s'éloigne. Et même si cela fait mal de l'accepter, c'est la vérité qui change des vies. Celui qui apprend à lâcher les explications apprend aussi à ne plus se perdre pour personne. 2. Transformer l'impulsion en contrôle. L'impulsion émotionnelle est comme une voiture sans frein descendant une pente. Elle commence lentement, semble gérable, mais d'un moment à l'autre, elle prend de la vitesse, domine le volant et menace de vous écraser contre tout ce que vous rencontrez sur le chemin. Cette impulsion apparaît lorsque quelqu'un vous ignore, lorsqu'il ne répond pas, lorsque vous sentez que vous êtes mis de côté. Et la première chose qui vous pousse à faire est de réagir sans réfléchir, d'écrire, d'appeler, d'expliquer, de poursuivre, de chercher n'importe quelle façon de retrouver un sentiment de contrôle que, en réalité, vous n'avez jamais eu. Mais ce qui change votre vie n'est pas de suivre cette impulsion, c'est de la maîtriser. L'impulsion naît de la peur, pas de l'amour, et si vous ne la contrôlez pas, elle vous transforme en prisonnier de votre anxiété. Le stoïcisme enseigne que ce qui motive le sage n'est pas ce qu'il ressent sur le moment, mais ce qu'il décide de faire avec. L'impulsion veut que vous agissiez maintenant, que vous vous désespériez, que vous réagissiez, que vous abandonniez votre dignité pour soulager le vide immédiatement. Mais le contrôle vous oblige à vous arrêter, à respirer et à réfléchir, même lorsque chaque partie de vous veut courir après celui qui s'éloigne. Contrôler l'impulsion ne signifie pas réprimer ce que vous ressentez. Cela signifie le diriger. Cela signifie que vous ne permettez pas à une émotion momentanée de détruire votre stabilité interne. Cela signifie que, même si votre esprit crie « Agis maintenant », vous décidez de ne pas bouger jusqu'à ce que vous ayez la clarté. Parce que c'est la différence entre quelqu'un émotionnellement faible et quelqu'un émotionnellement fort. Le faible réagit, le fort décide. Lorsque quelqu'un s'éloigne, l'impulsion vous trompe en vous faisant croire que vous pouvez arranger la situation si vous agissez rapidement. Il vous dit qu'un message de plus peut tout changer, que si vous expliquez mieux, si vous donnez plus, si vous montrez de l'intérêt, peut-être que cette personne reviendra. Mais la réalité est plus simple et plus dure. Si quelqu'un veut rester, il reste. Et si quelqu'un part, rien de ce que vous faites ne le fera revenir de manière authentique. Transformer l'impulsion en contrôle est une pratique quotidienne, pas un acte unique. Cela signifie que lorsque vous ressentez le besoin d'agir impulsivement, vous choisissez d'attendre. Choisissez de respirer avant de répondre. Questionnez votre véritable motif avant de bouger. Demandez-vous si l'action vient de votre sagesse ou de votre peur. Cela signifie que chaque fois que vous ressentez ce nœud dans la poitrine qui vous dit « fais quelque chose », vous répondez par « pas encore ». Et ce petit espace que vous créez entre l'émotion et l'action devient votre force. Le contrôle n'est pas obtenu en essayant de ne pas ressentir. Il est obtenu en apprenant à ne pas obéir immédiatement à tout ce que vous ressentez. C'est comprendre que l'urgence émotionnelle ne mène presque jamais à des décisions sages. C'est reconnaître que la stabilité naît du calme, pas de la réaction. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, le silence des autres cesse de déclencher votre chaos interne parce que vous découvrez que vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit ni qui que ce soit pour maintenir votre centre. Chaque fois que vous maîtrisez une impulsion, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez d'attendre plutôt que de réagir, vous vous entraînez émotionnellement. Chaque fois que vous transformez cette énergie en quelque chose de productif, au lieu de l'utiliser pour chercher de l'attention, vous construisez une version de vous qui ne s'agenouille devant aucune absence. C'est ainsi que vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin de poursuivre personne, parce que vous apprenez à vous poursuivre vous-même, à améliorer votre caractère, à renforcer votre esprit. Le contrôle ne vous protège pas seulement de la douleur,
Il fait de vous quelqu'un digne de respect, même de la part de ceux qui ont décidé de s'éloigner. Et le plus important, il vous rend le pouvoir que vous avez cédé lorsque vous avez agi sur l'impulsion et non sur votre discipline. 3. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Perdre le contrôle émotionnel ressemble à tenir du sable entre les doigts. Plus tu serres fort en essayant de le garder, plus il s'échappe rapidement. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand quelqu'un s'éloigne. Tu t'accroches, tu te tends, tu t'épuises, en essayant de maintenir quelque chose qui ne dépend pas de toi. Et plus tu t'obsèdes, plus tout s'effondre. C'est pourquoi l'enseignement stoïcien le plus simple finit par être le plus difficile à appliquer. Concentre-toi uniquement sur ce qui est vraiment entre tes mains. La plupart des gens souffrent parce qu'ils mettent de l'énergie là où ils n'ont pas de pouvoir. Tu te soucies de ce que l'autre personne pense, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle va faire, de si elle reviendra ou non, de si elle se souvient de toi, de si elle apprécie ce que tu as fait. Cette guerre mentale t'épuise parce que tu te bats sur un terrain où tu vas toujours perdre. Le comportement des autres est comme le climat, il change quand il veut, pas quand tu le veux. Essayer de le contrôler est aussi inutile que de crier à la pluie pour qu'elle cesse de tomber. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, ce que tu penses, ce que tu décides de faire avec ton énergie, comment tu interprètes la situation, quelle narration tu choisis de construire dans ton esprit, comment tu te traites, comment tu te relèves, comment tu te parles quand tout semble incertain. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Le reste n'est que du bruit externe qui ne mérite pas de gouverner ta paix. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir de pierre, il te demande de devenir conscient. Observe où tu mets ta force et récupère-la immédiatement quand tu découvres que tu la donnes à quelque chose que tu ne peux pas changer. Si l'autre personne s'éloigne, cela ne dépend pas de toi. Si elle répond ou non, cela ne dépend pas non plus de toi. Si elle décide de revenir, si elle disparaît, si elle bloque, si elle ignore, si elle se contredit, rien de tout cela n'est ton champ de bataille. La vraie question est, que vas-tu faire de toi pendant que tout cela se passe? Se concentrer sur ce qui dépend de toi signifie arrêter de jouer à être un devin émotionnel. Cela signifie libérer le besoin de contrôle, lâcher l'anxiété de prévoir ce que tu ne peux pas prévoir et investir ce temps à te renforcer intérieurement. Cela signifie arrêter de regarder le téléphone en attendant des signes et commencer à te regarder toi-même avec la même intensité. Ta paix, ta discipline, ta présence, ton autocontrôle, tout cela est entre tes mains. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété à cause de ce que fait l'autre, reviens à ton centre et demande-toi « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, lâche immédiatement la pensée, car insister dessus, c'est punir ton propre bien-être. L'esprit s'aligne quand il comprend qu'il n'est pas responsable de réparer ce qui ne lui appartient pas. Laisse chaque souci passer comme un nuage, pas comme une tempête dans laquelle tu décides de rester à vivre. Te concentrer sur ce qui dépend de toi t'aide aussi à voir la réalité sans filtre. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler le comportement des autres, tu découvres comment ce comportement révèle des priorités, des valeurs et des limites qui n'ont rien à voir avec toi. C'est là que tu retrouves ta dignité, parce que tu arrêtes de prendre des décisions à partir du manque et commences à agir à partir de la clarté. La douleur diminue lorsque ton focus change. Lorsque tu arrêtes de poursuivre des explications, lorsque tu contrôles tes impulsions, lorsque tu acceptes que la distance fait partie de la vie et n'est pas une attaque personnelle, tu commences à construire une forteresse interne qui ne dépend du comportement de personne. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un de centré, quelqu'un qui ne se perd pas dans le bruit extérieur parce qu'il a appris à gouverner son monde intérieur. C'est l'essence de ce point. Garder tes yeux là où tu as de l'influence. La vie devient plus légère lorsque tu arrêtes de te battre pour ce que tu ne peux pas modifier. 4. Prends le silence comme un entraînement. Le silence des autres se ressent comme entrer dans une pièce où il y avait auparavant du bruit, du mouvement et de la vie. Et tout à coup,
tout devient immobile. Ce calme au début est dérangeant. Il te perturbe, te fait sentir que quelque chose ne va pas. Mais le silence n'est pas l'ennemi. C'est le gymnase émotionnel où tu entraînes ta force. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne et ne dit rien, la vie te pousse dans la salle d'entraînement la plus dure qui existe, celle d'apprendre à te soutenir sans dépendre de l'écho de personne. Le silence te confronte à ton propre esprit. Quand il n'y a pas de message, pas de réponse, pas d'explication ni de signe, la seule chose qui reste est ton dialogue interne. Et là se révèle la vérité. Là, tu vois si ton esprit est éduqué ou indiscipliné, si tu te gouvernes ou te perds, si ta stabilité dépend de l'action des autres ou de ta capacité à rester ferme. C'est pourquoi ce point est si crucial. Tu ne peux pas contrôler le silence des autres, mais tu peux le transformer en ton meilleur entraînement. Beaucoup de gens interprètent le silence comme un rejet, une offense ou un abandon. Et même si cela fait mal, le silence est simplement de l'information. Il montre les priorités, l'intérêt, le caractère. Le problème n'est pas le silence, c'est ce que ton esprit crée autour de lui. Si ton esprit est désordonné, le silence devient un enfer. Mais s'il est entraîné, le silence devient un maître. Prendre le silence comme entraînement signifie apprendre à ne pas réagir automatiquement, à ne pas supposer le pire, à ne pas courir après celui qui ne cherche pas à être trouvé. Cela signifie que chaque fois que tu ressens de l'anxiété face à l'absence de réponse, tu choisis d'observer ton émotion plutôt que de lui obéir. Cela signifie que lorsque ton impulsion dit « cherche, écris, insiste », tu dis « attends, réfléchis, respire ». Cette pause, cette seconde de clarté, est l'entraînement qui renforce ton caractère. Le silence t'oblige à écouter ce que tu évites normalement. Tes peurs, tes insécurités, tes schémas émotionnels, ton besoin d'approbation. Et même si affronter cela fait mal, c'est exactement ce qui te libère. Parce que tu ne peux pas guérir ce que tu n'oses pas voir. Le silence élimine les distractions, éteint le bruit extérieur et met devant toi tout ce que tu n'as pas encore travaillé en toi. Et même si cela semble cruel, c'est l'un des cadeaux les plus puissants que la vie peut te donner. Les stoïciens ne voyaient pas le silence comme un vide, mais comme un espace de clarté. Parce que dans le silence, tu penses mieux, tu vois mieux, tu décides mieux. Le silence arrête l'impulsivité et te montre avec précision ce qui est réel et ce qui n'est que de l'anxiété. Si tu apprends à être à l'aise dans cet espace, tu cesses de dépendre de la présence des autres pour te sentir en paix. Prendre le silence comme entraînement signifie aussi que tu commences à lire les actions plutôt que les mots. Si quelqu'un choisit le silence, là est la réponse. Si quelqu'un décide de s'éloigner sans explication, là est l'explication. Quand tu acceptes cette vérité, quelque chose en toi change. Tu cesses de te battre avec la réalité et tu commences à construire une discipline émotionnelle. Tu cesses de chercher du bruit pour calmer tes insécurités et tu commences à construire le calme de l'intérieur. Chaque jour que tu passes sans réagir au silence, tu deviens plus fort. Chaque moment où tu choisis de ne pas insister, de ne pas poursuivre et de ne pas mendier de la clarté, ton esprit se stabilise. Tu te rends compte que ton pouvoir n'était jamais de provoquer des réponses, mais de gouverner ta réaction à leur absence. Et quand tu atteins ce niveau de contrôle interne, tu ne te soucies plus si quelqu'un garde le silence, parce que tu ne dépends plus de sa voix pour garder la tienne ferme. 5. Grandis quand les autres s'éloignent. L'éloignement de quelqu'un se ressent comme lorsqu'un arbre perd une branche en pleine tempête. Au début, cela semble être une perte irréparable, une fracture qui expose l'intérieur. Mais si tu observes la nature attentivement, tu découvriras quelque chose d'important. Chaque fois qu'un arbre perd une branche, il redirige son énergie, renforce son tronc et grandit vers le haut avec plus de force. Il en va de même pour l'âme quand quelqu'un décide de partir. Peu importe combien cela fait mal, la croissance commence précisément à cet instant où tu sens que quelque chose s'est brisé. Grandir quand les autres s'éloignent est l'une des leçons les plus dures, car elle t'oblige à accepter la réalité sans la maquiller.
Accepter que quelqu'un n'est plus là, c'est accepter que la vie te pousse de force vers l'avant, arrachant de toi ce qui ne sert plus à ton évolution. Il faut voir que l'espace laissé par celui qui part n'est pas un vide, c'est un nouveau territoire où tu peux construire quelque chose de mieux avec toi-même. La plupart des gens stagnent parce qu'ils interprètent la distance des autres comme une sentence. Ils pensent « on m'a laissé, on m'a écarté, je ne compte plus ». Mais cette interprétation est une tromperie émotionnelle. La vérité est que la vie t'enlève quelqu'un qui freinait ton avancement, même si tu ne le voyais pas ainsi sur le moment. Parfois, cet éloignement qui te fait mal maintenant est exactement ce qui te sauve plus tard. La douleur n'est pas un blocage, c'est un signe que ta croissance commence. Grandir quand les autres s'éloignent signifie arrêter de te demander pourquoi ils l'ont fait et commencer à te demander ce que tu vas faire de ce moment. Cela signifie utiliser ce silence, cette absence, cette frustration comme carburant pour avancer. Cela signifie que, au lieu de tomber dans l'auto-apitoiement, tu prends le contrôle de ton récit. Si avant tu donnais trop, maintenant tu apprends à poser des limites. Si avant tu dépendais émotionnellement, maintenant tu développes ton indépendance. Si avant tu mettais ta valeur entre les mains des autres, maintenant tu la construis de l'intérieur. Quand quelqu'un part, il emporte sa présence, mais jamais ta capacité à choisir qui tu veux être après son départ. Et c'est la partie que beaucoup oublient. Peu importe qui s'est éloigné, l'important est qui tu es en train de devenir. Chaque personne qui quitte ta vie te laisse une opportunité, même si elle est déguisée en blessure. Elle te laisse la possibilité de grandir en silence, de te reconstruire de l'intérieur, de rompre les schémas que tu portais depuis des années et qui ne se révèlent que lorsque tu es confronté à une telle douleur. La vraie croissance se produit lorsque tu ne réagis plus par manque, mais par clarté. Lorsque tu arrêtes de penser « j'ai perdu quelqu'un » et que tu commences à penser « j'ai gagné une version plus forte de moi ». Lorsque tu comprends que le fait que quelqu'un s'éloigne ne diminue pas ta valeur, cela ne fait que révéler la sienne. Lorsque tu acceptes que tu ne peux forcer personne à rester, mais que tu peux te forcer à avancer. Les stoïciens voyaient la douleur comme un maître qui polissait le caractère. Ils ne cherchaient pas à l'éviter, ils cherchaient à en tirer parti. Et c'est exactement ce que tu dois faire ici. Que chaque jour, sans cette personne, devienne un jour où tu renforces ton esprit. Que chaque absence devienne un élan pour construire la discipline. Que chaque silence devienne une opportunité pour mieux te connaître. Que chaque partie qui fait mal devienne une preuve que tu grandis, pas que tu recules. Parce que grandir quand les autres s'éloignent n'est pas seulement une leçon, c'est une déclaration. Une affirmation silencieuse que ta valeur ne dépend pas de qui reste ou de qui part. 6. Transforme l'absence en clarté. Perdre quelqu'un ressemble beaucoup à quand une fenêtre est complètement embuée. Vous ne voyez rien à l'extérieur, juste un flou confus qui vous oblige à vous approcher, à nettoyer, à essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. L'absence fonctionne de la même manière. Au début, elle brouille votre esprit, déforme vos émotions et vous pousse à tout interpréter à partir de l'insécurité. Mais cette même absence, si vous savez comment l'utiliser, devient le meilleur outil pour voir votre vie avec une clarté brutale que vous n'aviez pas auparavant. Transformer l'absence en clarté signifie arrêter de regarder ce verre embué en attendant que l'autre personne le nettoie. Cela signifie que vous prenez le contrôle, vous respirez, vous passez la main et découvrez ce qui a toujours été là, mais que vous ne vouliez pas voir. Parce que rien ne vous révèle plus la vérité d'une relation que le silence qui reste quand l'autre personne n'est plus là. Et bien que cela fasse mal de l'admettre, vous voyez souvent plus dans l'absence que dans la cohabitation. La clarté arrive lorsque vous comprenez que personne ne s'éloigne sans laisser un message dans le processus. Parfois, les gens ne disent pas les choses directement, mais leurs actions parlent avec une précision qui fait mal. Si quelqu'un disparaît, le message est là. Si quelqu'un ne donne pas la priorité, le message est là. Si quelqu'un évite, ignore ou retire sa présence, le message est là aussi. Le manque de mots ne signifie pas un manque de signaux.
L'absence clarifie ce que la présence déguisait. La plupart des gens souffrent parce qu'ils essaient d'interpréter l'absence à partir de l'émotion, pas de la réalité. Lorsque vous interprétez à partir de l'émotion, vous créez des histoires, vous inventez des motifs, vous idéalisez, vous maquillez, vous justifiez. Mais lorsque vous interprétez à partir de la clarté, vous voyez ce que vous refusiez auparavant d'accepter. Qui est vraiment là et qui n'était là que quand cela lui convenait. Cette découverte peut faire mal, mais elle vous libère aussi. Elle vous permet d'arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui n'a pas l'intention de se maintenir. Transformer l'absence en clarté signifie aussi que vous commencez à vous observer. La distance de l'autre révèle vos schémas. Elle révèle si vous vous attachez trop vite, si vous idéalisez, si vous donnez plus que vous ne devriez, si vous cherchez l'approbation, si vous avez peur d'être seul, si vous avez du mal à fixer des limites. L'absence éclaire votre ombre émotionnelle. Ce que vous faites de cette information est votre croissance ou votre destruction. Si vous l'utilisez bien, vous devenez indestructible. Ce point ne consiste pas à vous endurcir de manière froide. Il s'agit de vous voir avec honnêteté. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne, demandez-vous quelle partie de vous se déséquilibre. Si l'absence vous fait tomber, ce n'est pas parce que cette personne était votre centre, c'est parce que vous n'aviez pas construit le vôtre. Cette clarté est dure, mais elle transforme. Il ne s'agit pas de vous blâmer, il s'agit de vous réveiller. Les stoïciens n'évitaient pas les pertes, ils les analysaient. Ils savaient que tout ce qui fait mal révèle quelque chose. Ils savaient que l'absence expose l'essentiel, qui vous étiez avec la personne, qui vous étiez sans elle et qui vous pouvez être après ce vide. Lorsque vous prenez l'absence comme une opportunité de clarté, vous arrêtez de vous victimiser. Vous commencez à voir la situation comme un avant et un après, où vous décidez quelle version de vous-même naît après la perte. Cette clarté vous permet de redéfinir vos normes. Elle vous permet de comprendre quelle relation mérite votre énergie. Elle vous permet de fermer des cycles sans avoir besoin de fin parfaite. Elle vous permet de voir où vous donniez plus que vous ne receviez. Elle vous permet de voir vos propres fuites émotionnelles. Elle vous permet de reconstruire votre chemin sans répéter vos erreurs. Et quelque chose de plus profond se produit lorsque vous faites cela. L'absence cesse de faire mal, non pas parce qu'il n'y a plus d'émotion, mais parce que vous ne l'interprétez plus à partir de la dépendance. Vous l'interprétez à partir de la vision. 7. Évolue en silence. La croissance personnelle ressemble beaucoup à la façon dont une graine germe sous terre. Personne ne la voit, personne ne l'applaudit, personne ne remarque le processus. Elle est juste là, dans l'obscurité, faisant face à la pression, au poids et au silence absolu. Mais alors que tout le monde pense qu'il ne se passe rien, en réalité, l'essentiel se produit. Elle change de l'intérieur. C'est le type d'évolution qui vous touche lorsque quelqu'un s'éloigne. Pas celle qui est présumée, ni celle qui exige des témoins, mais la silencieuse, celle qui se produit lorsque vous vous confrontez enfin à vous-même sans distraction. Évoluer en silence signifie arrêter de montrer votre processus. Nous vivons à une époque où tout le monde veut prouver qu'il va bien, montrer qu'il a tourné la page, faire semblant d'être fort pour que les autres le voient. Mais la vraie force ne se démontre pas, elle se construit et se ressent. Elle n'a pas besoin d'exposition, elle n'a pas besoin de validation, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Évoluer en silence, c'est comprendre que votre transformation n'est un spectacle pour personne d'autre que pour vous. Quand quelqu'un s'éloigne, le premier réflexe est de vouloir qu'il vous regarde à nouveau dans votre meilleure version, qu'il voit ce qu'il a perdu, qu'il remarque votre changement. Mais ce besoin est un piège émotionnel. Évoluer pour prouver quelque chose à quelqu'un, c'est rester attaché à cette personne. Évoluer en silence, en revanche, c'est se libérer. C'est décider que votre croissance n'a pas de destinataire externe, seulement un but interne. Le silence vous donne de l'espace. Il vous permet d'observer vos blessures sans prétendre que vous avez déjà guéri. Il vous permet de ressentir sans impressionner personne. Il vous oblige à être honnête avec vous-même, à revoir vos erreurs, vos schémas, vos attachements, vos attentes irréalistes.
Cette révision est inconfortable, mais elle est au cœur de la véritable évolution. Et elle ne peut se faire qu'en silence, sans distraction, sans pression, sans spectateurs. Les stoïciens savaient que la transformation profonde se produit loin du bruit. Ils ne cherchaient pas la reconnaissance, ils cherchaient la cohérence. Ils ne cherchaient pas l'attention, ils cherchaient le contrôle interne. Évoluer en silence vous aligne sur ce principe. Il vous permet de grandir sans l'anxiété d'être vu, sans la tentation de prouver, sans le désir d'impressionner ceux qui n'ont pas à faire partie de votre processus. Chaque jour en silence est une opportunité pour vous recentrer, pour reconstruire votre jugement, pour polir votre caractère, pour renforcer votre autocontrôle, pour briser les dépendances émotionnelles, pour bannir les vieilles habitudes, pour créer de nouvelles idées sur vous-même, pour réorganiser votre vie sans vous baser sur la présence ou l'absence de personnes. Ce type d'évolution est celui qui transforme vraiment. Évoluer en silence signifie aussi protéger votre processus. Lorsque vous parlez trop de ce que vous essayez de changer, vous recevez des opinions, des doutes étrangers, des jugements, des critiques, des validations, des attentes. Tout cela influence, distrait et contamine votre chemin. Le silence vous protège. Il vous permet d'avancer sans bruit, sans pression et sans interférence. Il vous permet de penser clairement et d'agir à partir de la discipline plutôt que de le faire à partir du besoin d'approbation. Quelque chose de puissant se produit lorsque vous décidez d'évoluer en silence. Vos résultats commencent à parler pour vous. Changez votre posture, votre regard, votre façon de répondre, votre façon de penser, votre énergie. Les gens remarquent le changement, mais ne peuvent pas l'expliquer, et ils n'ont pas à le faire. Parce que l'objectif n'est pas que les autres comprennent votre transformation, c'est que vous la viviez, la souteniez et en profitiez de l'intérieur. L'évolution silencieuse est celle qui dure le plus longtemps. Elle ne dépend pas des applaudissements, elle ne s'effondre pas sous les critiques, elle ne s'arrête pas à cause des opinions étrangères. Elle est solide parce qu'elle naît de votre décision, pas de votre besoin. 8. Accepte le destin sans résistance. Accepter le destin ressemble à regarder comment la rivière change son cours sans demander ta permission. Tu peux crier, tu peux t'opposer, tu peux enfoncer tes pieds dans le rivage en essayant de l'arrêter, mais le courant continuera à avancer avec ou sans ton approbation. La vie fonctionne de la même manière. Les gens arrivent, restent, contribuent, marquent, et parfois ils partent. Essayer de résister à ce mouvement naturel ne fait que transformer la douleur en souffrance. Résister à l'inévitable, c'est se battre contre la réalité, et cette bataille est toujours perdue. Accepter le destin sans résistance signifie comprendre que tout ce que tu veux ne reste pas, tout ce que tu valorises ne t'appartient pas. Tout ce que tu aimes n'est pas destiné à t'accompagner pour toujours. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une loi naturelle. Celui qui parvient à vivre avec sagesse apprend à laisser partir ce qui s'en va sans le transformer en une guerre interne. Accepter ne signifie pas faiblesse, cela signifie clarté. Cela signifie voir la vie telle qu'elle est et non comme ton attachement veut qu'elle soit. La souffrance émotionnelle la plus profonde apparaît lorsque tu essaies de retenir quelque chose qui est déjà en train de te lâcher. Tu veux des réponses, tu veux une conclusion, tu veux que l'autre voie ta valeur, tu veux qu'il regrette, tu veux qu'il revienne, tu veux qu'il change. Tout ce « je veux » devient des chaînes qui te lient au passé. Accepter le destin, en revanche, coupe ces chaînes. Il te permet de respirer. Il te redonne le contrôle sur toi-même. Les stoïciens comprenaient cette vérité avec une phrase simple « aime ce qui se passe ». Non pas parce que tout est bon, mais parce que résister à ce qui est déjà ne change rien. Accepter ne t'oblige pas à ressentir de la joie, ni à être d'accord avec ce qui s'est passé. Il t'oblige à voir la réalité sans distorsion. La personne est partie. La dynamique a changé. L'étape est terminée, c'est la vérité. La résistance essaiera de te raconter des histoires alternatives, mais aucune ne t'aidera. L'acceptation, oui.
Accepter le destin sans résistance signifie aussi arrêter de négocier avec la réalité. Plus de « si je fais ça, peut-être qu'il reviendra ». Plus de « si je change, peut-être qu'il me cherchera ». Plus de « si j'attends un peu plus, tout se mettra en place ». Cette négociation est une forme d'auto-tromperie qui te maintient bloqué. L'acceptation, en revanche, te force à regarder vers l'avant. Elle te force à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Elle te force à reconnaître que ton chemin continue même si quelqu'un ne marche plus avec toi. Quand tu acceptes le destin, tu récupères quelque chose que tu avais perdu, ton énergie. Tu arrêtes de te fatiguer dans des situations sans avenir. Tu arrêtes d'investir ton esprit dans des hypothèses. Tu arrêtes de te torturer avec des possibilités. Toute cette énergie revient à toi, et avec elle, ta clarté, ta force et ton identité. L'acceptation ne ferme pas la blessure d'un coup, mais elle arrête le saignement. Elle permet que la cicatrice commence à se former. Accepter sans résister t'aide aussi à voir le but derrière la perte. Chaque distance apporte une leçon. Chaque absence te force à évoluer. Chaque fin ouvre un espace pour de nouvelles versions de toi. Résister ne fait que retarder ce processus. L'accepter l'accélère. Tu ne sais pas combien de choses meilleures peuvent arriver quand tu arrêtes de t'accrocher à ce qui a déjà rempli sa fonction. Cela ne signifie pas fatalisme. Cela signifie maturité. Cela ne signifie pas résignation. Cela signifie compréhension. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour. Cela signifie ne pas se prosterner devant la dépendance émotionnelle. Accepter le destin est une déclaration silencieuse de force. C'est dire « Je ne contrôle pas ce qui se passe, mais je contrôle qui je suis au milieu de ce qui se passe ». La vie va te prendre des personnes, des situations, des étapes et des chemins, non pas comme une punition, mais comme une partie de ton évolution. Résister transforme chaque changement en douleur brute. L'accepter transforme chaque changement en croissance. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, la véritable raison pour laquelle tu n'es pas riche n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de contrôle sur ton esprit. C'est aussi clair que ça. Avant de parler d'investissement, d'affaires ou de stratégie, tu dois affronter la racine du problème. Tes pensées sont un territoire indiscipliné, plein de bruit, d'anxiété, d'impulsion et de désir qui te traînent. Et tant que ton esprit restera ainsi, l'argent va t'utiliser, te dominer et te briser. Pour construire la richesse, tu dois d'abord te construire toi-même. Les stoïciens l'ont compris dès le début. Marc Aurèle n'a pas gouverné un empire parce qu'il était physiquement fort, mais parce qu'il avait un esprit entraîné avec une précision chirurgicale. Sénèque ne conservait pas sa fortune par chance, mais parce qu'il avait de la clarté et de l'autodiscipline. Épictète, même en étant esclave, a compris que celui qui maîtrise son esprit ne peut pas être pauvre, car la véritable pauvreté est dans le désespoir, pas dans la poche. C'est la partie qui fait mal à accepter. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'argent. Ils ont besoin de moins de chaos mental. Et cette vidéo va te laisser une leçon inconfortable mais nécessaire. Le désespoir repousse l'abondance. Chaque fois que tu agis avec anxiété, besoin ou manque, tu éloignes les opportunités. En revanche, lorsque tu développes le calme, la discipline, la direction et l'autodiscipline, l'esprit commence à travailler en ta faveur. Tu deviens quelqu'un qui ne cherche pas la richesse, mais qui l'attire par cohérence. La richesse est la conséquence finale de la maîtrise de soi, pas son remplacement. Ici, tu vas découvrir comment les principes les plus anciens du stoïcisme sont, en plein 21e siècle, les outils les plus intelligents pour créer la stabilité, la clarté et la prospérité. Non pas parce qu'ils te promettent de la magie, mais parce qu'ils t'obligent à te mettre en ordre. Et quand tu es en ordre, ta vie commence aussi à l'être. Reste jusqu'à la fin.
Cette vidéo ne t'apprendra pas comment poursuivre l'argent, elle t'apprendra comment devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de le poursuivre jamais plus. Ici commence le vrai changement. 1. Maîtrise ton esprit. Imagine que ton esprit est une pièce pleine d'outils désordonnés. Chaque pensée jetée là, chaque peur non résolue, chaque désir impulsif, chaque insécurité accumulée, tout mélangé comme un chaos constant qui te fait trébucher encore et encore sans que tu t'en rendes compte. La plupart essaient de construire de la richesse dans ce désordre, comme ceux qui prétendent ériger une maison solide sur un terrain plein de débris. Et ensuite, ils se demandent pourquoi tout s'effondre autour d'eux. La vérité est directe et crue. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu ne maîtriseras jamais ta vie, encore moins ton économie. Tu ne peux pas prendre des décisions de haut niveau si tu es pris dans des pensées de bas niveau. Maîtriser l'esprit n'est pas un concept mystique ni une jolie phrase pour motiver. C'est la compétence la plus rentable qu'un être humain puisse développer. Demande-toi combien de fois tu as perdu de l'argent, des opportunités ou du temps, simplement en agissant impulsivement, en pensant par peur ou en parlant par désespoir. L'esprit incontrôlé prend des décisions rapides, émotionnelles, maladroites et coûteuses. En revanche, l'esprit qui s'entraîne, l'esprit qui se discipline, l'esprit qui s'observe lui-même avant d'agir, commence à transformer la vie en un jeu plus clair et plus stratégique. Les stoïciens ne parlaient pas de la maîtrise de l'esprit comme d'un luxe spirituel, mais comme d'une nécessité pratique. Marc Aurèle avait le poids d'un empire sur ses épaules, et pourtant, il entraînait son esprit chaque jour comme s'il était un soldat se préparant pour la guerre. Sénèque avertissait que l'émotion incontrôlée est plus dangereuse que la pauvreté. Épictète enseignait qu'aucun homme ne peut être libre s'il ne contrôle pas sa propre tête. Il comprenait quelque chose que la plupart ne comprennent toujours pas. La richesse extérieure est subordonnée à la richesse intérieure. Si l'esprit est faible, tout le reste se brise. Maîtriser ton esprit signifie 3 choses. Observer, corriger et diriger. Observer, c'est te rendre compte quand tu penses par peur, manque ou impulsion. Corriger, c'est arrêter la pensée inutile, la remplacer, la rediriger, la rééduquer. Et diriger, c'est agir avec clarté, calme et intention, pas avec une réaction instantanée. C'est la base du contrôle de soi stoïcien et aussi la base de toute accumulation de richesses réelles. Parce que la plupart des gens perdent de l'argent non pas par manque d'intelligence, mais par excès de bruit intérieur. Si ton esprit vit dans le chaos, tout dans ta vie sera cher. Tes relations, tes décisions, tes erreurs, ton temps perdu, ton énergie gaspillée. Les gens pensent que maîtriser l'esprit est difficile, mais ce qui est difficile, c'est de continuer à vivre sans le faire. Ce qui est cher, ce n'est pas d'entraîner l'esprit, c'est de continuer à réagir avec la même impulsivité qui t'a freiné pendant des années. L'argent ne te rend pas libre, la discipline mentale le fait. L'argent ne te donne pas de pouvoir, la clarté le fait. L'argent ne te donne pas de stabilité, la maîtrise de soi le fait. Quand tu commences à contrôler ton esprit, quelque chose change. Tu ne cours plus après l'argent. Tu commences à penser à partir de l'abondance, pas de la faim. Tu arrêtes de mendier des opportunités et tu commences à les créer. Tu arrêtes d'agir par anxiété et tu commences à agir par direction. Un esprit maîtrisé n'est pas froid, il est précis. Il n'est pas rigide, il est ferme. Il n'est pas insensible, il est stratégique. Et c'est précisément pour cela qu'il attire la prospérité. Parce que celui qui maîtrise son esprit ne se sabote pas, ne désespère pas, ne se perd pas, ne se dévalue pas. Maîtrise ton esprit et l'argent cesse d'être un ennemi. Maîtrise ton esprit et la vie cesse de se sentir comme une bataille constante. Maîtrise ton esprit et tu commences à te déplacer avec le calme de celui qui sait exactement où il va. C'est le véritable point de départ. 2. Visse en dessous de tes moyens. L'argent est comme l'eau que tu essaies de retenir entre tes mains. Si tu serres trop fort par anxiété, elle s'échappe. Si tu ouvres trop la main par négligence, elle se perd aussi. La plupart des gens vivent ainsi, confondant liberté avec dépenser tout ce qui entre, confondant progrès avec paraître,
confondant stabilité avec avoir des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Vivre en dessous de tes moyens n'est pas de la pauvreté, c'est une stratégie. Et c'est l'une des décisions les plus intelligentes et les plus agressivement efficaces que tu peux prendre si tu veux construire une véritable richesse. Le problème est que la société te pousse à faire le contraire. Elle te dit d'acheter, de mettre à jour, d'avoir ce que les autres ont, de consommer pour te sentir suffisant, de dépenser pour te sentir vivant. Et chaque fois que tu tombes dans ce jeu, tu perds plus que de l'argent. Tu perds en clarté mentale. Car vivre au-dessus de tes moyens est une servitude émotionnelle déguisée en statut. C'est un piège conçu pour te maintenir éternellement au travail sans faire un seul pas vers ta liberté. Les stoïciens l'ont compris depuis des siècles. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, choisissait de vivre simplement, sans dépendance, sans exagération, sans luxes inutiles. Il le faisait pour se rappeler que la véritable richesse n'est pas dans l'accumulation d'objets, mais dans l'absence de besoins. C'est la clé que peu de gens comprennent aujourd'hui. Celui qui a besoin de beaucoup est pauvre, même s'il a de l'argent. Celui qui a besoin de peu est libre, même avec moins de ressources. Vivre en dessous de tes moyens est un acte silencieux de pouvoir personnel parce qu'il te sort de la roue de la consommation désespérée et te place dans la position de celui qui décide, pas de celui qui se laisse entraîner. Vivre de manière stratégique ne signifie pas vivre limité. Cela signifie vivre avec un but. Lorsque tu réduis les dépenses impulsives, tu élimines le bruit, tu coupes l'excès et tu te concentres sur l'essentiel, ton esprit commence à fonctionner depuis le calme. L'argent cesse de s'évaporer et commence à s'accumuler. L'anxiété diminue, la clarté augmente, la pression disparaît. Ta vie cesse d'être contrôlée par des urgences économiques et devient un espace où tu peux choisir ce que tu veux construire. C'est le terrain fertile où naît la véritable richesse. Beaucoup pensent que vivre en dessous de ses moyens est un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, c'est le signe le plus clair de force intérieure. Il faut de la discipline pour ne pas dépenser ce que tu pourrais dépenser. Il faut une identité pour ne pas tomber dans la comparaison. Il faut une vision pour comprendre que le sacrifice d'aujourd'hui est l'opportunité de demain. Vivre en dessous de tes moyens est aussi un entraînement mental. Il t'enseigne l'autocontrôle, la patience, la clarté, la responsabilité et la direction. Il te force à différencier ce que tu veux de ce dont tu as besoin. Il te donne de l'espace pour investir en toi, pas dans des objets qui perdent de la valeur. Et surtout, il te transforme en quelqu'un qui ne dépend pas de l'argent pour se sentir précieux. C'est le genre de personne qui attire les opportunités, non pas pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle est. Celui qui vit en dessous de ses moyens ne vit pas moins, il vit mieux. Il vit avec intention, avec stabilité, avec concentration, avec pouvoir. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, il n'a pas besoin de combler des vides avec des achats inutiles. Il a le contrôle, il a le calme, il a la direction. Et quand tu as cela, l'argent cesse d'être un problème et devient une ressource qui grandit parce que tu ne le gaspilles plus. Vivre en dessous de tes moyens, c'est choisir la liberté sur l'apparence, la stratégie sur l'impulsion et l'intelligence sur l'ego. 3. Pratiquer l'autosuffisance. La vie ressemble beaucoup à une table soutenue par trop de pieds instables. Lorsque vous dépendez des autres pour vous sentir en sécurité, lorsque vous avez besoin d'approbation, d'aide constante, de validation ou de soutien émotionnel pour avancer, chaque pied devient un point faible qui peut se briser à tout moment. Et quand l'un d'eux échoue, toute votre stabilité s'effondre. L'autosuffisance consiste à enlever ces pieds inutiles et à construire une base solide en vous, une base que personne ne peut manipuler, déplacer ou renverser. La plupart des gens craignent cette idée parce que l'autosuffisance exige une responsabilité totale. Mais c'est aussi ce qui vous libère de la fragilité émotionnelle et financière qui emprisonne tant de personnes. Dans le stoïcisme, l'autosuffisance ne signifiait pas vivre isolé ou déconnecté, elle signifiait être le maître absolu de son propre esprit, de ses propres actions
et de sa propre direction. Épictète l'expliquait avec la clarté de celui qui a compris la liberté à partir de l'esclavage. Tout ce qui dépend d'un autre ne vous appartient pas. Si vous avez constamment besoin de soutien externe pour avancer, vous n'avancez pas de votre propre gré, vous êtes traîné. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens ne parviennent pas à prospérer. Parce qu'ils confondent compagnie avec soutien, aide avec garantie, dépendance avec amour. L'autosuffisance n'est pas de l'arrogance, c'est de la maîtrise personnelle. C'est la capacité de savoir que, si tout s'effondre, vous ne le ferez pas. C'est la confiance tranquille de celui qui sait qu'il peut se soutenir émotionnellement, économiquement et mentalement sans avoir besoin de permission ou de sauvetage. Lorsque votre stabilité dépend des autres, la peur gouverne votre vie. Mais lorsque votre stabilité dépend de vous, la peur perd son pouvoir. Et cette liberté mentale se traduit directement en opportunités, en décisions plus intelligentes, en projets plus solides et en une relation plus saine avec l'argent. L'homme désespéré dépend toujours de quelque chose, d'un salaire qu'il déteste, d'un partenaire qui le soutient, d'une motivation externe, d'une validation superficielle, d'un style de vie qu'il ne peut pas se permettre. Ce type de dépendance le rend manipulable, insécurisé, impulsif et facile à briser. L'autosuffisance, en revanche, crée un type de force qui ne peut pas être falsifié. Elle vous rend stable, solide, clair. Elle vous apprend à fonctionner même en silence, même en crise, même quand personne d'autre ne croit que vous pouvez le faire. Pratiquer l'autosuffisance implique 3 niveaux, émotionnel, mental et financier. Émotionnel pour gérer vos états sans exploser ni s'effondrer. Mental pour soutenir des décisions difficiles sans chercher à ce que les autres pensent pour vous. Financier pour ne pas avoir besoin de prêts, de faveurs ou de bouées de sauvetage constantes qui vous laissent pris au piège dans des cycles interminables de dettes émotionnelles et économiques. Les stoïciens savaient que celui qui dépend trop finit par renoncer à son pouvoir. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est une vérité brutale que la plupart ignorent. L'autosuffisance vous apprend également à éliminer l'excès. Lorsque vous savez vous soutenir, vous ne dépensez plus pour impressionner, vous n'achetez plus pour vous anesthésier, vous ne construisez plus votre identité à partir de ce qui est étranger. Vous investissez mieux, vous choisissez mieux, vous réagissez moins, vous pensez plus. Votre vie devient plus légère parce que vous ne portez plus le poids de plaire, de convaincre ou de prouver. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin, et c'est précisément pour cela que vous commencez à attirer. Parce que dans un monde plein de dépendances déguisées, l'indépendance réelle se ressent comme du pouvoir. Pratiquer l'autosuffisance n'est pas facile, mais vivre en dépendant de tout et de tous ne l'est pas non plus. Ce qui est difficile, ce n'est pas de se construire soi-même, c'est de continuer sans le faire. 4. Construis une valeur interne. Certaines personnes vivent comme des bâtiments avec une façade impressionnante, mais construits sur des fondations faibles. De loin, ils semblent solides, sûrs, admirables, mais il suffit d'un petit tremblement pour que tout s'effondre. C'est ainsi que fonctionne le monde moderne. Beaucoup de bruit, beaucoup d'images, beaucoup d'apparences, mais zéro structure réelle. Construire une valeur interne est précisément le contraire. C'est renforcer la base avant de décorer l'extérieur. C'est se concentrer sur ce qui te soutient, pas sur ce qui t'applaudit. C'est te construire de l'intérieur vers l'extérieur pour que rien ni personne n'ait le pouvoir de te renverser. L'erreur la plus courante aujourd'hui est de croire que la valeur personnelle dépend de l'argent, du corps, des réalisations, du statut, de l'approbation ou de la reconnaissance. C'est un piège dangereux car cela te rend vulnérable à l'opinion des autres. Quand ta valeur dépend de choses externes, tu deviens otage de la validation. Tu montes si on t'approuve, tu tombes si on te critique, tu avances si on t'applaudit, tu t'arrêtes si on t'ignore. Ce n'est pas de la valeur, c'est de la fragilité. La valeur interne, en revanche, n'a pas besoin de témoins.
Elle se construit en silence, avec discipline, avec des décisions difficiles, avec des habitudes qui te renforcent, avec des pensées qui t'ordonnent et avec des actions qui te soutiennent. Dans le stoïcisme, la valeur interne était la monnaie la plus précieuse. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour être admiré. Sénèque enseignait que personne ne peut te prendre ce qui fait partie de ton caractère. Épictète insistait sur le fait que le vrai pouvoir vient de ce que tu contrôles en toi, pas de ce que tu accumules à l'extérieur. Tous étaient d'accord sur un point fondamental. La valeur interne est la seule chose qui ne peut pas être arrachée. Et quand tu comprends cela, ta relation avec la richesse change complètement. Construire une valeur interne implique de développer des qualités qui ne s'achètent pas. Discipline, clarté, intégrité, responsabilité, autocontrôle, résilience, honnêteté, stabilité émotionnelle. Ce sont les outils qui te permettent de prendre de meilleures décisions, de rester stable en temps de crise, de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable et d'avancer même quand personne ne croit en toi. Quand tu as ces qualités, l'argent cesse d'être un symbole de valeur et devient un outil. Il cesse de te définir et commence à t'obéir. La plupart des gens cherchent des opportunités sans se rendre compte que les opportunités arrivent d'abord à ceux qui ont plus de valeur interne. Une personne disciplinée attire la confiance. Une personne stable attire des responsabilités plus grandes. Une personne claire attire des alliances. Une personne intègre attire des portes qui ne s'ouvriraient jamais pour quelqu'un de superficiel. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la logique. Le marché récompense la valeur, pas l'apparence. La vie aussi. Un point important à comprendre est que la valeur interne ne se construit pas d'un coup. Elle se construit tous les jours, dans de petites décisions que la plupart méprisent. Se lever quand on n'en a pas envie. Tenir sa parole même si personne ne regarde. Étudier en silence. Garder son calme quand tout se complique. Renoncer aux plaisirs immédiats pour obtenir des bénéfices futurs. Ces habitudes sont les briques qui forment un caractère fort, et ce caractère crée un destin différent de celui de ceux qui vivent à la merci de leurs impulsions. Les personnes sans valeur interne cherchent la validation. Celles qui en ont génèrent des résultats. Celles qui manquent de valeur cherchent à impressionner. Celles qui en ont préfèrent avancer. Celles qui n'ont pas de fondation vivent en réagissant. Celles qui ont une base solide agissent avec direction. Et cette différence, avec le temps, devient abyssale. 5. Éliminer le désespoir. Les gens se comportent comme quelqu'un qui essaie de tenir du sable avec des mains tremblantes. Plus il est nerveux, plus le sable lui échappe rapidement. Le désespoir fonctionne de la même manière. Plus vous le ressentez, plus il détruit ce que vous essayez d'obtenir. Et dans le monde de l'argent, c'est la loi la plus ignorée et la plus coûteuse qui existe. Le désespoir repousse les opportunités, effraie les portes, brouille l'esprit, vous fait prendre des décisions stupides et vous rend faible face à toute pression. Personne ne prospère en agissant à partir de l'urgence émotionnelle. Les gens font la même erreur encore et encore. Ils pensent qu'ils ont besoin de se déplacer rapidement, de stresser, d'insister, de pousser, d'exiger des résultats immédiats du monde. Mais cette anxiété n'est pas un élan, c'est du bruit. Et le bruit interne est l'ennemi numéro 1 de la prospérité. Les stoïciens le savaient. Sénèque disait qu'il n'y a rien de plus improductif qu'un esprit agité. Marc Aurèle répétait que l'esprit anxieux perd en précision. Épictète enseignait que le désir désespéré asservit. Pour eux, le calme n'était pas un confort, c'était une stratégie. Le désespoir, en revanche, est un saboteur silencieux qui vous mène directement à l'erreur. Le désespoir surgit lorsque votre esprit commence à croire que si je n'obtiens pas cela maintenant, j'échouerai. Cette pensée est un poison pur. Elle vous fait accepter des emplois médiocres par nécessité. Elle vous fait entrer dans des relations nuisibles par peur d'être seul. Elle vous fait signer des accords stupides juste pour sortir rapidement du problème. Elle vous fait dépenser pour ressentir un soulagement.
Elle vous fait poursuivre l'argent comme on poursuit une ombre. Et tout ce qui naît du désespoir finit par coûter le double, briser le triple et durer la moitié. Éliminer le désespoir ne signifie pas devenir passif. Cela signifie récupérer du pouvoir. C'est prendre des décisions à partir de la clarté, pas de la faim. À partir de la direction, pas du manque. À partir de la stratégie, pas de l'impulsion. Le désespoir vous met en mode survie et personne ne construit de richesse à partir de cet état d'esprit. La survie ne vous laisse qu'au même endroit, respirant mais sans avancer, vivant mais sans progresser. Lorsque vous éliminez le désespoir, votre esprit s'ordonne. Et lorsque votre esprit s'ordonne, l'argent cesse de se sentir comme une course contre la montre et commence à apparaître comme un processus que vous pouvez naviguer calmement. Le désespoir vous fait voir la pénurie partout. Le calme vous permet de voir des opportunités que vous ignoriez auparavant. Le désespoir vous transforme en mendiant émotionnel et financier. Le calme vous transforme en quelqu'un qui décide, qui filtre, qui choisit ce qui lui convient et écarte ce qui ne sert pas. La vie vous traite différemment lorsque vous n'êtes pas désespéré. Les gens vous respectent davantage parce qu'ils ne vous voient pas dans le besoin. Les opportunités arrivent plus clairement parce que vous ne les forcez pas. Les décisions deviennent plus intelligentes parce qu'elles ne sont pas contaminées par l'anxiété. Et surtout, vous commencez à vous déplacer à partir d'un lieu plus conscient, plus mature et plus ferme. Éliminer le désespoir est un entraînement quotidien. Il consiste à observer quand votre esprit commence à s'accélérer sans raison, quand vous vous poussez par peur et non par intention, quand vous prenez des décisions parce que vous ne supportez pas l'incertitude. La discipline, l'autosuffisance, la clarté financière et la valeur interne que vous avez apprises dans les points précédents sont précisément ce qui vous permet d'éliminer le désespoir de votre système. 6. Réduis tes désirs. Les gens vivent comme un bateau avec trop de voiles ouvertes. Chaque désir agit comme une voile qui tire dans une direction différente. Une pousse vers le luxe, une autre vers la comparaison, une autre vers l'impulsion, une autre vers la validation, une autre vers le superficiel. Avec tant de voiles, le bateau n'avance pas. Il se balance simplement sans contrôle. Réduire les désirs, c'est abaisser les voiles inutiles pour que le bateau puisse enfin se déplacer vers un cap clair. La plupart confondent le fait de désirer moins avec le fait de se contenter, alors qu'en réalité, c'est l'une des décisions les plus puissantes qu'une personne qui veut construire de la richesse et une stabilité mentale peut prendre. Le monde actuel t'éduque à vouloir plus de tout, même de ce dont tu n'as pas besoin. Plus de vêtements, plus de technologie, plus de divertissement, plus de plaisir rapide, plus de distractions, plus d'objets qui promettent le bonheur et livrent le vide. Cette saturation de désir crée un esprit agité, anxieux et insatisfait, incapable de se concentrer sur l'essentiel. L'abondance n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans ce dont tu n'as plus besoin. Réduire tes désirs ne signifie pas cesser d'aspirer à de grandes choses. Cela signifie arrêter de poursuivre des futilités qui consomment ton temps, ton énergie, ta paix et ton argent. Cela signifie couper le superficiel pour te concentrer sur l'essentiel. Car chaque désir inutile entraîne des conséquences. Il te distrait, t'endette, te stresse, te manipule. Et chaque fois que tu cèdes à un désir impulsif, tu renonces à ta clarté mentale et à ta liberté financière. Le problème n'est pas de vouloir. Le problème est de tout vouloir et de le vouloir tout de suite. Les désirs mal gérés sont à l'origine d'une grande partie de tes problèmes financiers. Ils te font acheter sur un coup de tête, te font succomber à la mode, te font dépenser pour te sentir inclus, te font poursuivre des images qui ne correspondent pas à la personne que tu veux être. Plus tu désires, plus tu deviens vulnérable à la comparaison, et plus tu deviens facilement l'esclave de la consommation. Moins tu désires, plus tu deviens stable et puissant. Les stoïciens l'appelaient la tempérance. Aujourd'hui, nous pourrions l'appeler l'intelligence émotionnelle appliquée à l'argent. Réduire tes désirs t'aide aussi à voir clairement ce qui compte vraiment.
Quand tu élimines le bruit mental, les vrais objectifs restent. Quand tu élimines les impulsions, la stratégie apparaît. Quand tu réduis le désir superficiel, le désir profond grandit. Le désir d'ordre, de progrès, de liberté, de stabilité, d'une vie qui ne dépend pas des achats, mais des décisions. Et ce type de désir devient du carburant pour la discipline, pas un obstacle. Il ne s'agit pas de limiter ta vie, il s'agit de la diriger. Les gens qui veulent tout finissent par n'avoir rien parce qu'ils ne savent pas prioriser. Les gens qui réduisent leurs désirs accomplissent plus parce qu'ils concentrent leur énergie sur ce qui compte vraiment. Ils ne se dispersent pas, ne se perdent pas, ne s'enfoncent pas dans les dettes émotionnelles ou financières. Pour réduire tes désirs, tu as besoin de 3 choses: clarté, autocontrôle et but. Clarté pour savoir ce qui apporte quelque chose et ce qui te distrait seulement. Autocontrôle pour dire non, même quand la tentation te parle doucement. But pour te rappeler pourquoi tu as pris cette décision. Ce n'est pas un acte de sacrifice, c'est un acte d'intelligence. Tu ne renonces pas à ce que tu désires, tu renonces à ce qui te retarde. Celui qui réduit ses désirs obtient quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la tranquillité d'esprit. Cette tranquillité te permet de penser mieux, d'agir avec précision et de créer de la richesse à partir de la stratégie, pas de l'impulsivité. 7. Cultiver l'autoconnaissance quotidienne. L'esprit humain ressemble à une pièce sombre où vous gardez tout ce que vous ne voulez pas affronter. Les peurs accumulées, les désirs désordonnés, les décisions non résolues, les blessures anciennes, les schémas que vous répétez sans comprendre pourquoi. La plupart des gens vivent ainsi, avançant à l'aveuglette dans cette pièce, trébuchant sur les mêmes choses encore et blâmant le destin pour des coups qui proviennent de leur propre manque de clarté. L'autoconnaissance quotidienne est d'allumer la lumière, c'est de revoir ce qu'il y a à l'intérieur, de ranger, de nettoyer, de comprendre, de réinterpréter et de corriger. Sans cette lumière, toute tentative de construire la richesse sera une expérience ratée. L'autoconnaissance n'est pas une mode ni une phrase élégante. C'est la base de l'intelligence émotionnelle, de la stabilité financière et de la maîtrise personnelle. Parce que si vous ne savez pas comment vous pensez, pourquoi vous décidez ce que vous décidez, d'où viennent vos impulsions ou vers où vos émotions vous entraînent, d'autres décideront pour vous. Les circonstances vous déplaceront. Le marché vous manipulera. L'opinion des autres vous contrôlera. Et vous finirez par vivre avec le sentiment que tout vous arrive, au lieu de réaliser que beaucoup est provoqué par vous-même, parce que vous ne vous connaissez pas. Les stoïciens comprenaient l'autoconnaissance comme un exercice quotidien, pas comme une révélation occasionnelle. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour revoir sa conduite. Sénèque recommandait d'examiner la journée comme un juge examine une affaire. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque vous identifiez vos chaînes internes. Il savait qu'un esprit sans révision devient un esprit esclave. Et aujourd'hui, plus que jamais, cela reste vrai. Cultiver l'autoconnaissance quotidienne signifie observer vos schémas avec une brutalité sincère. Cela signifie accepter vos erreurs sans les embellir. Cela signifie reconnaître vos points faibles pour les entraîner et vos points forts pour les renforcer. Cela signifie identifier quelles pensées vous volent de l'énergie, quelles habitudes vous freinent, quelles émotions vous sabotent, quels désirs vous manipulent et quelles croyances ne vous servent plus. L'argent ne résout pas ces problèmes, il les amplifie. C'est pourquoi tant de personnes ont des revenus élevés, mais se sentent toujours vides, instables ou perdus. L'autoconnaissance vous apprend également à comprendre votre relation avec l'argent. Dépensez-vous pour vous sentir soulagé? Achetez-vous pour impressionner? Travaillez-vous par peur? Prenez-vous des décisions par comparaison? Cherchez-vous la richesse pour prouver quelque chose? Chacune de ces motivations crée des résultats totalement différents. Et ce n'est que lorsque vous connaissez vos motivations internes que vous pouvez corriger le cap avant de nuire à votre avenir financier. Une journée sans autoconnaissance est une journée en mode automatique. Et une journée en automatique est une journée dirigée par de vieilles habitudes qui vous éloignent de ce que vous dites vouloir.
La croissance ne se produit pas d'un coup, elle se produit dans ces petits actes de révision, d'ajustement, de réflexion et de correction. C'est ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui répètent le même cycle année après année sans comprendre pourquoi leur vie ne change pas. Pour cultiver l'autoconnaissance, vous avez besoin de 3 pratiques fondamentales. La première, observez. Soyez témoin de vos pensées sans y succomber. Regardez vos impulsions de l'extérieur, comme un stratège analysant une carte. La deuxième, questionnez. Demandez-vous pourquoi vous désirez ce que vous désirez, pourquoi vous craignez ce que vous craignez, pourquoi vous réagissez comme vous réagissez. La troisième, corrigez. Changez de cap lorsque vous voyez que vous vous écartez, même si cela vous dérange. Un être humain qui se connaît lui-même est difficile à manipuler, difficile à tromper, difficile à briser. 8. Investis d'abord en toi. Chaque personne porte une graine en elle. Certains l'arrosent, en prennent soin, la renforcent, la préparent à grandir. D'autres l'ignorent pendant qu'ils passent leur temps et leur argent à décorer le jardin des autres. C'est la différence silencieuse qui sépare ceux qui prospèrent de ceux qui stagnent. Investir d'abord en toi, c'est arroser ta graine avant d'aller admirer les arbres des autres. C'est renforcer la racine avant d'exiger des fruits. C'est comprendre qu'aucune croissance externe ne peut être soutenue si la croissance interne est abandonnée. La plupart commettent l'erreur de mettre le monde devant eux-mêmes. Ils dépensent en divertissement, mais pas en clarté mentale. Ils dépensent en apparence, mais pas en compétence. Ils dépensent en distraction, mais pas en connaissance. Ils dépensent en tout ce qui les éloigne de leur potentiel et évitent tout ce qui les rapprocherait de devenir des personnes précieuses. Cette contradiction est la raison pour laquelle tant de gens veulent la richesse, mais si peu sont prêts à devenir quelqu'un capable de la soutenir. Les stoïciens l'avaient bien compris. Sénèque disait que personne ne peut être riche s'il n'investit pas d'abord en sa vertu. Marc Aurèle investissait plus en son caractère qu'en toute autre chose. Épictète comprenait que l'éducation interne est la base de toute liberté. Ce principe est simple. L'investissement le plus rentable que tu peux faire est en la personne qui t'accompagne toute ta vie, toi-même. L'argent peut être perdu, les affaires peuvent faire faillite, les circonstances peuvent changer. Mais la connaissance, la discipline, la force intérieure et le caractère ne peuvent être arrachés. Investir d'abord en toi signifie renforcer ton esprit, ton corps, tes compétences et ta vision. Cela signifie dépenser dans ce qui te fait grandir, pas dans ce qui te distrait. Cela signifie mettre ton développement au-dessus de ton divertissement. Cela signifie arrêter d'acheter des choses pour impressionner et commencer à acquérir des outils pour progresser. Et ce n'est pas du romantisme, c'est de la stratégie pure. Parce que le monde actuel récompense ceux qui savent des choses, ceux qui résistent à la pression, ceux qui ont une clarté mentale, ceux qui contrôlent leurs émotions et ceux qui se connaissent profondément. Lorsque tu investis en toi, tes décisions s'améliorent, tes revenus s'améliorent, tes relations s'améliorent, ta discipline s'améliore, ta capacité à résoudre des problèmes s'améliore, ta vision de l'avenir devient plus nette. L'esprit s'élargit et commence à se déplacer avec précision. Le problème est que l'investissement en soi nécessite de la patience, tandis que dépenser pour le superficiel donne une satisfaction instantanée. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne grandissent jamais. Ils choisissent la rapidité sur la valeur, le confort sur le nécessaire, l'immédiat sur le transcendant. La plus grande erreur est d'attendre d'avoir de l'argent pour investir en soi. La réalité est que tu commences avec ce que tu as. Un livre, un cours, un entraînement, une discipline quotidienne, une nouvelle habitude, une amélioration de ta routine, une pratique de réflexion, une décision qui te renforce. Chacun de ces investissements forme une version plus forte de toi, et cette version plus forte ouvre des portes que la version faible ne pourrait jamais ouvrir. Investir d'abord en toi signifie aussi t'entourer de meilleures idées, de meilleures habitudes, de meilleures conversations et de meilleures influences. Si tu t'entoures de bruit, ton esprit devient bruit.
Si tu t'entoures de clarté, ton esprit devient clair. Tu ne peux pas grandir si ton environnement te tire vers le bas. C'est pourquoi investir en toi implique de choisir avec soin ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu apprends et avec qui tu partages ton énergie. Les personnes qui osent investir en elles-mêmes deviennent dangereuses dans le bon sens. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, marcher dans la vie sans calme, c'est comme tenir un verre brisé dans les mains. Chaque mouvement brusque te coupe un peu plus. C'est ainsi que vit la majorité. Ils réagissent sans réfléchir, se laissent emporter par le bruit, puis se demandent pourquoi tout leur fait mal. La vérité est simple, celui qui n'apprend pas à maîtriser son intérieur finit par être victime de tout ce qui se passe à l'extérieur. Le calme n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Il te soutient quand tout s'effondre. Il te donne de la clarté lorsque le stress embrouille l'esprit. Il te donne du pouvoir lorsque les autres perdent le contrôle. Et même si beaucoup pensent qu'il s'agit de douceur ou de passivité, en réalité, c'est l'une des formes les plus frappantes de force, parce qu'il faut du caractère pour ne pas exploser, pour ne pas tomber dans les provocations, pour ne pas se laisser manipuler par le chaos des autres. Il faut de la discipline pour rester ferme lorsque les autres tremblent. Cette vidéo est un guide pour cela, pour que tu cesses d'être manipulé par tes impulsions et que tu commences à prendre des décisions à partir d'un lieu plus élevé, plus conscient, plus puissant. Ici, nous n'allons pas idéaliser le calme. Nous allons le comprendre pour ce qu'il est vraiment. Une arme interne qui s'entraîne tous les jours. Un outil pour mieux penser, mieux agir et vivre sans perdre d'énergie dans ce qui n'a pas d'importance. Si tu appliques ces leçons, ton esprit cessera de courir comme un animal effrayé et commencera à bouger comme quelqu'un qui sait qui il est et où il va. C'est ce qui rend une personne vraiment dangereuse, la capacité de rester en contrôle lorsque le monde essaie de la pousser. Reste, parce que ce qui vient peut changer la façon dont tu réponds au monde et la façon dont le monde répond à toi. 1. Concentre-toi seulement sur ce que tu peux contrôler. Se déplacer dans la vie en essayant de tout contrôler est comme essayer de retenir une tempête avec les mains ouvertes. Plus tu te désespères, plus elle t'échappe entre les doigts. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés, frustrés et avec le sentiment que rien n'avance, parce qu'ils investissent leur énergie à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Et voici la partie dure. Tu ne manques pas de force, tu manques de direction. Le problème n'est pas l'effort, c'est le gaspillage. Tu utilises ton esprit pour porter des poids qui ne t'appartiennent pas, essayant d'anticiper des opinions, des comportements, des résultats et des émotions qui ne te correspondent pas et que tu ne peux pas modeler. En revanche, la seule chose que tu peux vraiment gérer, ton attitude, tes décisions et ta réponse, est reléguée au second plan parce que l'inquiétude consomme tout. Les stoïciens l'ont compris depuis des siècles, mais la science moderne le confirme. L'esprit humain s'effondre lorsqu'il tente de traiter des variables hors de sa portée. Le cerveau entre en mode alerte, le cortisol monte, le corps se tend et la clarté disparaît. C'est comme essayer de voir à travers la fumée. Plus tu te forces, moins tu vois. C'est pourquoi il est si dangereux de vivre en essayant de contrôler l'extérieur. Cela te fatigue, te distrait et te prive de présence. Et si tu y réfléchis bien, presque toutes tes frustrations viennent de là, d'essayer de contrôler le climat émotionnel d'une autre personne, de vouloir que quelqu'un agisse comme tu l'attends, de t'obséder avec un résultat qui n'arrive pas encore, de lutter contre des scénarios qui ne sont que dans ta tête. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui dépend de toi, quelque chose change en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. L'énergie qui était auparavant dispersée se concentre sur quelque chose, les bonnes, celles qui influencent réellement ta vie. Tu commences à remarquer que tes efforts portent plus,
que tes décisions deviennent plus claires et que tes émotions cessent de rebondir contre ce qui se passe à l'extérieur. Et alors quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Ta présence se renforce. Parce qu'une personne qui ne s'épuise pas à essayer de contrôler l'incontrôlable transmet de la sécurité. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de manipuler ni de forcer des situations. Elle agit simplement à partir du contrôle interne que les autres n'ont pas. Mais voici la partie qui fait mal à accepter. Te concentrer seulement sur ce que tu peux contrôler implique de renoncer à l'illusion du contrôle total. Et beaucoup ont du mal à lâcher cette fantaisie. Ils veulent avoir des certitudes avant de bouger un doigt. Ils veulent des garanties avant de prendre une décision. Ils veulent que tout soit stable, prévisible et confortable. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Les gens ne vont pas changer juste parce que tu le veux. Les résultats n'arriveront pas à ton rythme, ni à ta mesure, ni à ton goût. La réalité est implacable et c'est pourquoi tu dois apprendre à distinguer ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Ce qui est à toi, c'est ton caractère, ta discipline, tes mots, tes décisions, ta façon de faire face aux problèmes. Ce qui est à toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. Et quand tu acceptes cela, tu cesses d'être une victime de la vie et tu deviens quelqu'un de dangereux parce que les choses extérieures ne te brisent plus, les émotions des autres ne te manipulent plus, l'incertitude ne te déséquilibre plus. Tu comprends que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de ta place en son sein. Si tu veux construire une sérénité solide, c'est la première étape. Tu ne peux pas être en paix si ton esprit est occupé à combattre des batailles externes. Fais une pause avant de réagir. Réagir sans réfléchir, c'est comme allumer une étincelle dans une pièce pleine d'essence. Peut-être que ça n'explosera pas, mais si ça explose, ça te détruit en premier. Chaque personne qui vit esclave de ses impulsions porte de petites explosions internes qui finissent par brûler des relations, des opportunités et même leur propre image. La plupart ne comprennent pas cela. La réaction immédiate n'est pas du courage, c'est un manque de contrôle. Et celui qui ne contrôle pas sa réaction cède son pouvoir à l'environnement, aux paroles des autres, au bruit du moment, à l'émotion de l'instant. La pause est la différence entre ruiner quelque chose et le sauver, entre agir avec sagesse et regretter plus tard. Il ne s'agit pas d'être lent, il s'agit d'être conscient. Quand tu te donnes 2 secondes avant de répondre, tu brises la chaîne automatique que l'ego et la peur activent. La science le prouve. Quand tu réagis sans pause, l'amygdale prend le contrôle et ton cerveau passe en mode survie, pas en mode raisonnement. Ta clarté se réduit, tes mots s'accélèrent, tes décisions perdent en précision. Faire une pause change cela. Faire une pause donne à ton esprit rationnel le temps de reprendre le contrôle, de réorganiser l'information et de choisir une réponse qui ne te détruira pas toi-même. La pause n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et ceux qui n'ont pas de stratégie finissent toujours par regretter. Pense à combien de fois tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire, fait quelque chose que tu ne voulais pas faire ou pris des décisions sous l'effet de la colère, de l'orgueil, de la rage ou de l'insécurité. Tout cela parce que tu ne t'es pas arrêté, parce que tu as cru que répondre immédiatement démontrait ta force, alors que la vraie force réside dans le fait de pouvoir t'arrêter même quand tout en toi te pousse à exploser. Faire une pause avant de réagir te donne aussi un avantage émotionnel. Cela te permet de voir l'intention réelle derrière les paroles de quelqu'un d'autre. Cela te permet de détecter les provocations. Cela te permet de reconnaître quelle émotion parle en premier. Parfois, tu n'es pas en colère contre la personne en face de toi. Tu es en colère contre toi-même, contre ta journée, contre ton stress accumulé, contre quelque chose qui s'est brisé en toi. Et sans pause, tu finis par décharger ce poids sur les autres, créant des conflits qui ne sont pas réels, juste des reflets de ton intérieur perturbé. La pause te révèle des choses que tu ne verrais pas autrement.
Elle révèle que beaucoup de discussions ne valent pas la peine. Elle révèle que beaucoup de messages n'ont pas besoin de réponse. Elle révèle que beaucoup de provocations sont des pièges pour te faire perdre ton équilibre. Elle révèle que la plupart du bruit extérieur ne mérite pas ton énergie. Quand faire une pause devient une habitude, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un de solide, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter émotionnellement par ce qu'il ressent dans les premières secondes. Et oui, faire une pause est inconfortable, parce que cela t'oblige à regarder en toi. Cela t'oblige à reconnaître l'impulsion avant de la lâcher. Cela t'oblige à accepter que tu n'as pas toujours besoin de réagir. Cela t'oblige à choisir. Et choisir, c'est prendre ses responsabilités. Mais cette responsabilité est justement ce qui te rend plus mature, plus fort et plus conscient de ton propre pouvoir. Les meilleures décisions de ta vie naîtront de pauses. Des pauses avant de discuter, des pauses avant de répondre à des messages, des pauses avant de prendre des décisions importantes, des pauses avant de tomber dans les provocations. La pause n'élimine pas ta force, elle l'affine. La pause n'éteint pas ta voix, elle la place au bon moment. La pause ne te rend pas froid, elle te rend stratégique. Si tu veux maîtriser le calme, cette étape est obligatoire. Parce que le calme ne se construit pas seulement avec des pensées tranquilles, mais avec des décisions lentes et précises au milieu du chaos. 3. Observez votre esprit avec clarté. Se regarder dans le miroir avec un visage propre est facile, mais essayez de le faire avec des verres embués par la vapeur. Vous ne verrez que des formes floues. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas observé avec clarté. Lorsque vous ne le nettoyez pas du bruit, des émotions non traitées, des idées imposées par d'autres, des habitudes automatiques qui occupent de l'espace depuis des années. Beaucoup de personnes vivent avec un esprit embué et ne s'en rendent même pas compte. Ils confondent le bruit avec la pensée, l'anxiété avec l'intuition, la peur avec la logique. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leurs décisions ne les mènent pas là où ils veulent aller. Observer votre esprit ne consiste pas seulement à vous asseoir et à penser, c'est regarder en face ce qui se passe en vous sans le justifier ni le maquiller. C'est vous demander honnêtement, cette pensée est-elle la mienne ou l'ai-je héritée de quelqu'un? Cette émotion vient-elle du présent ou est-elle une réaction traînée du passé? Ce jugement que je fais a-t-il une base réelle ou n'est-ce qu'une interprétation basée sur des insécurités? Il ne s'agit pas de vous obséder avec chaque pensée, il s'agit de ne pas les laisser devenir votre maître sans que vous vous en rendiez compte. Le stoïcisme parle de l'importance de l'autogouvernement, et cela commence par l'observation. Marc Aurèle disait qu'un esprit calme voit la réalité telle qu'elle est, pas comme il craint qu'elle soit. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous activez l'état d'observation consciente, le cerveau diminue la réaction émotionnelle et augmente la fonction exécutive, ce qui signifie que vous pouvez penser plus clairement, prendre de meilleures décisions et réduire le stress inutile. Mais pour y parvenir, vous devez ralentir la vitesse à laquelle vous consommez les pensées. L'esprit n'est pas le problème est de ne pas savoir comment il fonctionne. Imaginez quelqu'un qui reçoit des centaines de messages par jour sans les ouvrir, les empilant simplement. C'est ce que vous faites lorsque vous n'observez pas votre esprit. Vous accumulez des émotions, des pensées, des jugements, des désirs, des frustrations et des attentes sans les examiner, et ensuite tout s'effondre d'un coup. C'est pourquoi vous êtes irritable sans savoir pourquoi. C'est pourquoi vous avez du mal à dormir même si vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous cherchez constamment des distractions, parce que le bruit en vous est devenu insupportable. La clarté mentale n'arrive pas par accident. Elle se cultive, elle s'entraîne. Et cela commence par arrêter d'agir en automatique. Observez comment vous pensez lorsque vous êtes seul. Observez comment vous vous parlez après avoir commis une erreur. Observez quelles pensées apparaissent lorsque quelqu'un vous ignore, vous critique ou vous déçoit. C'est là la matière première de votre esprit, pas l'image que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas le masque que vous portez pour plaire.
ce que vous pensez dans ces moments définit votre perception et, par conséquent, votre réalité. Observer l'esprit signifie aussi prendre conscience des boucles. Il y a des pensées qui reviennent encore et encore, sous différentes formes, mais avec le même fond. Peur, insécurité, besoin de validation. Tant que vous ne les voyez pas clairement, ils continueront à prendre des décisions pour vous. Vous continuerez à attirer des relations vides. Vous continuerez à saboter ce que vous construisez. Vous continuerez à répéter de vieilles histoires avec de nouveaux personnages. Le pouvoir d'un esprit observé est qu'il cesse d'être un champ de bataille et devient une salle de stratégie. Vous ne vous battez plus avec ce que vous ressentez, vous le comprenez. Vous ne niez plus ce que vous pensez, vous l'examinez. Vous ne fuyez plus vos ombres, vous les reconnaissez. Et lorsque vous faites cela, vous retrouvez le contrôle. Vous prenez des décisions plus claires. Vous agissez avec plus d'intention. Vous vivez avec plus d'ordre interne, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas dominer ce que vous ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas voir ce que vous n'êtes pas prêt à observer calmement. 4. Réponds avec calme. Être au milieu du chaos, c'est comme être dans une pièce en flammes. Tu peux crier, courir et tout pousser sur ton passage, mais tu ne fais qu'attiser le feu. Ou tu peux respirer, analyser la sortie et agir avec précision. C'est cela, répondre avec calme. Il ne s'agit pas de feindre la tranquillité, mais de la maîtriser. Parce que le monde est plein de personnes qui réagissent, mais peu qui répondent. Et cette différence change ta vie. Répondre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est regarder la situation, reconnaître tes émotions et décider avec froideur ce que tu vas faire, pas ce que tes impulsions te commandent. La plupart des gens restent coincés en mode automatique. On leur dit quelque chose et ils explosent. On leur fait quelque chose et ils ripostent. Ils se sentent ignorés et se désespèrent. Ils ne comprennent pas que ce schéma est exactement celui qui les maintient dans des cycles de frustration, de drame, de fatigue. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant d'agir. Répondre avec calme signifie s'élever au-dessus du stimulus. Quelqu'un te provoque et tu ne réagis pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne cèdes plus le contrôle de ta paix à n'importe qui. Quelqu'un t'ignore et tu ne te détruis pas de l'intérieur, parce que tu as déjà appris que tout ne mérite pas ton attention. Quelqu'un te déçoit et tu ne t'effondres pas, parce que ton monde ne tourne pas autour du comportement des autres. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir silencieux. Le pouvoir qui n'a pas besoin de crier, ni de prouver quoi que ce soit, parce qu'il se soutient de l'intérieur. La science le confirme. Un cerveau en état de calme traite mieux l'information, prend des décisions plus rationnelles, maintient la connexion avec la pensée stratégique. En revanche, le cerveau en réaction cherche seulement à survivre. Il veut avoir raison, il veut protéger l'ego, il veut évacuer l'émotion sans penser aux conséquences. C'est ainsi que l'on perd des opportunités, que l'on endommage des relations et que l'on prend des décisions qui pèsent ensuite comme des chaînes. Le calme n'est pas attendre que tout aille bien. C'est agir correctement même quand rien ne va. C'est choisir la réponse qui te représente le plus, pas celle qui satisfait ton orgueil momentané. C'est comprendre que chaque situation à laquelle tu fais face est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. Et oui, parfois tu vas échouer, tu vas exploser, tu vas regretter d'avoir parlé sans réfléchir. Mais chaque fois que tu choisiras de répondre avec calme, tu renforceras cette partie de toi qui ne se laisse pas emporter par l'émotion. Cette partie qui observe avant d'agir. Cette partie qui construit et ne détruit pas. Répondre avec calme ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie choisir quand parler, comment parler et surtout pourquoi. Parfois ta réponse sera ferme et directe. Parfois ce sera le silence, parfois ce sera de te retirer sans explication. Mais ce ne sera pas une réaction vide, ce sera une décision consciente, et cela fait toute la différence. Maîtriser ce point transforme la façon dont les gens te voient. Les gens commencent à le remarquer, ils perçoivent qu'ils ne peuvent pas te manipuler facilement, que tu ne te brises pas avec n'importe quel mot, que tu ne réponds pas à partir de la blessure.
ta présence change. Ton énergie devient plus propre, plus forte, plus stable. Parce qu'une personne qui sait répondre avec calme transmet de l'autorité, non pas avec des cris, mais avec de la cohérence. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes, tu es ici pour gagner en clarté. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, tu es ici pour ne pas te trahir toi-même. Le calme n'est pas la destination finale, c'est le pont qui te mène à une vie avec moins de drames, moins de regrets et plus de pouvoir. Et ce pont est traversé chaque fois que tu décides de répondre comme quelqu'un qui ne vit plus à partir de l'impulsion, mais à partir du choix. 5. Entraînez votre sérénité quotidienne. La sérénité n'est pas cet état mystique qui se produit lorsque tout autour de vous est parfait. C'est plutôt comme un muscle qui ne se renforce que sous pression. Pensez à quelqu'un qui apprend à nager, mais pas dans des eaux calmes, mais au milieu d'un courant. S'il attend que tout se calme pour se lancer, il n'apprendra jamais. Il en va de même pour votre esprit. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit en ordre pour pratiquer le calme. Vous devez l'entraîner précisément lorsque le monde tremble. C'est là qu'il se forge, c'est là qu'il devient réel. Beaucoup de gens veulent la paix, mais la cherchent comme quelqu'un qui cherche un repos temporaire. Ils prennent un café, respirent, éteignent leur téléphone portable. Mais quand le premier conflit apparaît, ils éclatent, parce que leur sérénité était en papier, pas en fer. On n'entraîne pas le calme en lisant simplement de belles phrases. On l'entraîne au moment précis où quelque chose vous perturbe et vous choisissez de respirer. On l'entraîne lorsque quelqu'un ne vous respecte pas et vous choisissez de ne pas vous perdre dans la colère. On l'entraîne lorsque la journée devient lourde et que vous restez présent, concentré, ferme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un jour et reste avec vous. C'est un entraînement quotidien, comme aller à la salle de sport, mais pour le caractère. Chaque situation difficile est une répétition. Chaque conflit est une charge. Chaque pensée accélérée est une opportunité pour renforcer la respiration, la présence, l'autocontrôle. Et comme tout entraînement, au début, c'est difficile. Il y a des jours où tout semble vous briser, où vous avez l'impression de ne pas avancer, où votre esprit veut s'échapper. Mais si vous ne renoncez pas, le muscle grandit. Votre capacité à rester calme devient naturelle. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler comment réagir, votre corps et votre esprit le font par instinct parce que vous l'avez déjà entraîné. Le stoïcisme le dit sans fioriture, l'entraînement commence dans l'inconfort. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent que la sérénité leur vienne facilement. Ils veulent obtenir la maîtrise sans discipline. Mais cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans la pratiquer. Vous ne pouvez pas avoir de clarté sans l'entraîner. Vous ne pouvez pas avoir de réponse sage si vous n'avez jamais supporté les questions inconfortables. Vous ne pouvez pas espérer que le feu ne vous brûle pas si vous ne vous en êtes jamais approché avec conscience. La clé est de faire de la sérénité une partie de votre style de vie. Non pas comme quelque chose d'optionnel, mais comme une partie de votre routine mentale. Commencez par des détails. Ne répondez pas immédiatement à ce qui vous perturbe. N'agissez pas sur le premier impulse. Observez votre état interne au réveil. Faites de courtes pauses avant de prendre des décisions importantes. Écrivez comment vous vous êtes senti après une dispute. Soyez conscient de ce qui active vos pensées accélérées. Ce type d'action est ce qui entraîne votre centre. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ou de retraite spirituelle. Vous avez besoin de constance, vous avez besoin d'intention, vous avez besoin de vous mettre mal à l'aise consciemment pour grandir. Serein n'est pas celui qui ne ressent rien. Serein est celui qui ressent tout et pourtant décide. Serein est celui qui a la force de rester quand tout lui crie de fuir. Serein est celui qui observe son chaos interne sans laisser ce chaos le conduire. Et cela ne s'improvise pas, cela s'entraîne, avec des erreurs, avec de la pratique, avec de la répétition. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais vous pouvez décider d'être l'un des rares qui le sont. Ne le faites pas pour les autres. Ne le faites pas pour qu'ils vous voient calme.
Faites-le parce que vivre dans la sérénité quotidienne, c'est vivre sans porter de réaction qui vous pèsent ensuite. Faites-le parce que chaque jour où vous entraînez votre centre, vous devenez quelqu'un de plus difficile à briser, plus difficile à provoquer, plus difficile à entraîner vers le superficiel. 6. Reste ferme dans le chaos. Être au milieu d'une tempête ne signifie pas toujours chercher un refuge. Parfois, cela signifie apprendre à marcher sous la pluie sans perdre le rythme. Beaucoup ne connaissent le calme que lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais ce n'est pas de la fermeté, c'est du confort. La véritable fermeté est la capacité de tenir bon alors que le vent tente de vous faire plier, alors que les opinions vous frappent, alors que les émotions vous poussent vers des décisions qui ne vous représentent pas. C'est là que l'on distingue celui qui se contente de résister de celui qui domine. Le chaos ne va pas disparaître. Les gens ne cesseront pas de vous décevoir. Les situations ne cesseront pas de changer. Les problèmes ne cesseront pas d'apparaître quand vous le souhaitez. Alors la question est simple. Allez-vous continuer à tomber chaque fois que le monde tremble? Ou allez-vous commencer à construire une base qui ne vacille pas à chaque bruit? La plupart des gens attendent que leur environnement leur apporte la paix pour se sentir en sécurité. Mais celui qui attend cela a déjà perdu. Parce que la vie n'est pas conçue pour s'adapter à votre tranquillité. C'est à vous de décider comment agir lorsque tout ce qui est externe menace de vous arracher le contrôle. La fermeté ne signifie pas la rigidité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, ni de devenir une pierre. Il s'agit de ne pas laisser vos sentiments décider pour vous. C'est la différence entre une montagne et une vague. La vague réagit à tout, change avec le vent, disparaît en quelques secondes. La montagne reste. Elle sait que le climat change, mais elle reste là. Votre esprit doit apprendre à être une montagne, votre caractère aussi. Parce que si vous n'êtes fort que lorsque tout est en votre faveur, alors vous n'êtes pas fort. Vous êtes juste à l'aise. La science l'explique par la régulation émotionnelle. Les personnes ayant une grande stabilité émotionnelle ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui gardent leur clarté malgré ce qu'elles ressentent. Leur système nerveux a appris à ne pas paniquer face à l'incertitude. Et ce n'est pas un cadeau génétique, c'est le résultat d'avoir traversé le chaos sans se laisser aller. D'avoir tenu des conversations difficiles sans perdre son calme. D'avoir fait face à des décisions compliquées sans se victimiser, d'avoir été seul sans s'autodétruire. Ce type de fermeté ne s'enseigne pas, il se construit. Un esprit ferme dans le chaos n'a pas besoin d'être agressif, il n'a pas besoin d'imposer ou de prouver quoi que ce soit. Il parle peu mais avec impact, il décide lentement mais avec poids, il se déplace lentement mais avec direction. Et cela déconcerte les autres, car il ne se laisse pas entraîner, il ne réagit pas comme on s'y attend, il ne s'effondre pas comme le feraient d'autres. L'environnement peut être en train de s'effondrer, mais vous gardez le même ton, le même regard, la même posture. Cela impose le respect, parce qu'il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être inébranlable. Tout commence dans le quotidien, dans la façon dont vous réagissez lorsque les plans changent. Dans la façon dont vous gérez le désordre émotionnel des autres sans l'absorber, dans la façon dont vous tenez votre parole même si le chemin se complique, dans la façon dont vous maintenez votre énergie lorsque tout semble vous pousser vers la fatigue, le drame, la plainte. Chaque instant est un test, chaque réaction est un choix. Et vous décidez si votre fermeté dépend du climat ou si elle vient de l'intérieur. Lorsque vous développez ce type de présence, vous ne cherchez plus à contrôler le chaos. Vous apprenez simplement à marcher à l'intérieur sans vous perdre. Parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous vous maintenez lorsque cela se produit. Et c'est ce qui vous rend différent, ce qui vous fait ressortir. 7. Remplacez la hâte par la précision. Accélérer sans direction est comme appuyer sur l'accélérateur dans un véhicule sans volant. Vous allez vite, mais nulle part. La hâte a été normalisée comme synonyme de productivité, alors qu'en réalité, c'est une forme d'anxiété socialement acceptée. La plupart des gens ne veulent pas avancer, ils veulent arriver. Et dans cette urgence d'arriver, ils ne comprennent pas où ils sont, ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font.
Il court simplement, s'épuise, se frustre et répète. C'est ainsi que le sens se perd. C'est ainsi que le contrôle se perd. La hâte n'est pas un outil, c'est un piège. Un esprit qui vit en courant ne s'arrête jamais pour évaluer. Il réagit simplement. Il prend des décisions précipitées, parle sans réfléchir, agit sur l'impulsion. Il ne réfléchit pas, ne remet pas en question, ne corrige pas le cap. Et cette déconnexion coûte cher. Le problème est que l'environnement récompense celui qui semble occupé, pas celui qui avance consciemment. On valorise celui qui répond vite, pas celui qui répond bien. On applaudit celui qui ne s'arrête pas, même s'il ne sait pas où il va. La précision est le contraire, c'est se déplacer avec intention, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand s'arrêter. C'est cette pause mentale qui vous permet d'observer la carte avant de marcher. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'indécision, c'est du contrôle. La précision naît lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la vitesse. Lorsque vous comprenez que se déplacer par inertie est équivalent à reculer déguisé en avancement. La science le confirme. Le cerveau sous stress chronique perd sa capacité d'attention, détériore la mémoire de travail et réduit la qualité de la prise de décision. Vivre dans la hâte diminue votre niveau de présence, affaiblit votre pensée critique et bloque votre intuition. C'est comme essayer de résoudre un puzzle pendant que quelqu'un crie à l'oreille. Quel que soit l'effort que vous faites, le bruit vous empêche de voir clairement. Ce bruit, c'est votre hâte. Et aussi justifiable que soit le fait que vous faites beaucoup, si vous le faites sans conscience, vous perdez plus que vous ne le pensez. Changer la hâte pour la précision, c'est changer l'anxiété pour l'intention. C'est comprendre que chaque pas compte et que tous les pas ne doivent pas être rapides. Certains doivent être fermes, d'autres doivent être calculés. Certains doivent être lents, mais tous doivent être conscients. Parce que lorsque vous devenez précis, votre vie commence à avoir du sens. Vous ne faites plus pour faire, vous faites parce que vous savez. Vous savez pourquoi vous êtes où vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites et où cela vous mène. C'est la différence entre être occupé et être en chemin. Pratiquer la précision n'est pas complexe. Il nécessite de petits actes quotidiens. Répondre après avoir réfléchi, pas avant. Planifier avant d'exécuter. Dire moins, mais avec plus d'impact. Revoir vos intentions avant de prendre des décisions importantes. Faire moins de choses, mais avec plus de concentration. Ne pas remplir vos journées de bruit pour vous sentir productif. Vous concentrer sur l'essentiel. Être conscient du prix de la dispersion. Parce que tout ce que vous faites à la hâte finit par coûter plus de temps plus tard. Les personnes qui imposent le plus de respect ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui font les choses correctement, avec calme. On le voit à leur ton, à leur posture, à leur regard, à leur capacité à garder le contrôle même dans les moments de pression. Et ce calme ne vient pas du hasard, il vient du fait d'avoir remplacé la hâte par la précision. D'avoir choisi d'agir à partir du centre, pas de l'urgence, arrêter de courir par habitude. 8. Choisis des environnements qui apportent la paix. Marcher pieds nus sur du verre brisé t'apprend rapidement la valeur d'un bon sol. Il en va de même pour l'esprit. Tu peux avoir de la discipline, du calme, de la clarté, mais si ton environnement est toxique, chaotique ou rempli de bruit inutile, tu finiras inévitablement blessé. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton énergie, façonne tes pensées, façonne même ta façon de respirer. Il ne suffit pas de cultiver la paix intérieure si tu es constamment exposé à des lieux, des personnes ou des habitudes qui sabotent ce travail de l'extérieur. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent garder leur calme sans rien changer autour d'elles. Elles se trompent en pensant qu'elles peuvent évoluer tout en étant entourées de cris, de plaintes, de drames, de comparaisons, d'exigences absurdes ou d'environnements pleins de tensions. Mais tout a un poids. Et être exposé tous les jours à des stimuli qui t'épuisent émotionnellement mine ta présence. Cela te vole ton focus. Cela te vole ta clarté. Cela te rend plus irritable, plus distrait, plus faible. Et ensuite,
Tu te blâmes de ne pas pouvoir maintenir le calme, alors qu'en réalité, tu es constamment poussé vers le déséquilibre. Choisir des environnements qui t'apportent la paix n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre que tu n'es pas obligé de vivre au milieu du désordre émotionnel des autres. C'est accepter que le silence n'est pas la solitude, c'est un espace pour écouter ton esprit. C'est valoriser la lumière, l'ordre, la propreté, la musique appropriée, les lieux qui te permettent de respirer profondément et non pas seulement en urgence. C'est donner à ton système nerveux l'opportunité de se reposer, de se réguler, de ne pas être en mode défense tout le temps. Il ne s'agit pas seulement de lieux physiques, il s'agit aussi de personnes, de conversations, de réseaux sociaux, de ce que tu consommes. Tu es entouré de voix, même si tu ne les vois pas, et chacune de ces voix a une influence. Certaines t'élèvent, d'autres t'épuisent. Certaines t'inspirent, d'autres t'éteignent. Certaines t'invitent à penser clairement, d'autres te remplissent seulement de bruit. Tu as besoin d'avoir le courage de poser des limites, de choisir intentionnellement qui tu permets près de toi, de fermer la porte à ce qui ne s'aligne plus avec la personne que tu travailles à devenir. Même si ton environnement ne peut pas être complètement changé, tu peux modifier la façon dont tu interagis avec lui. Tu peux créer des espaces internes de silence, même s'il y a du bruit à l'extérieur. Tu peux sélectionner ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Tu peux nettoyer ton espace. Tu peux organiser ta journée. Tu peux t'éloigner de ce qui ne s'ajoute pas. Et oui, tout cela coûte. Parce que choisir la paix signifie parfois déranger. Cela signifie dire non. Cela signifie arrêter de s'adapter là où tu t'adaptais toujours. Mais c'est le prix de l'évolution. Tu ne peux pas construire un esprit fort dans un environnement faible. Tu ne peux pas être sélectif avec tes pensées si tu n'es pas sélectif avec ce qui t'entoure. Et tu ne peux pas espérer une clarté mentale si l'endroit où tu vis, travailles ou passes du temps t'entraîne à être en mode alerte. Fais de ton environnement ton allié, pas ton ennemi. Fais en sorte que ce qui t'entoure soit le reflet de ton ordre interne, pas une source constante de tension. Choisir des environnements qui apportent la paix n'est pas un acte de confort, c'est un acte de discipline. C'est choisir ce qui te rend plus stable, plus conscient, plus ferme. Parce qu'une personne qui s'entoure de ce qui la nourrit pense mieux, décide mieux, vit mieux. Le calme se construit aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Et parfois, la chose la plus sage que tu peux faire n'est pas de résister au chaos, mais de te déplacer vers là où le calme habite aussi. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran,